Donc bonsoir, moi c'est Angélique. Donc, je suis maman de deux filles, donc une fille de 13 ans et une fille de 15 ans. Donc c'est ma fille de 15 ans en fait, qui a atteint d'épilepsie. Donc nous, elle a commencé à être malade en fait en 2009 suite à une encéphalite qui est venue comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc l'encéphalite a été traitée par corticoïdes et suite à son encéphalite, donc ça c'était en mars 2009, et suite à son encéphalite, en juillet 2009, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie assez importantes. Et donc comme disait le docteur Doury, donc moi Carmen s'est spécialisée vraiment dans son côté gauche, donc c'est tout ce qui est parole, compréhension orale et écrite. Donc elle fait des crises à type d'absence, donc elle sent les 3/4 de ces crises aller s'en venir. Donc elle peut prévenir en fait quelqu'un. Donc c'est ça qui l'aide, on va dire, du genre quand elle sent une crise venir. Donc elle a une angoisse qui monte. Elle dit je vais faire une crise et du coup elle peut s'isoler. Quelqu'un arrive à la contrôler et du coup la crise passe. Après elle a une aphasie. Du coup, comme c'est le côté gauche, donc la parole, donc elle est incapable de savoir en fait comment elle s'appelle, comment je m'appelle, elle ne sait pas dénommer les objets. Alors elle sait en fait, par exemple si je propose le micro, elle sait que c'est un micro, mais elle est incapable de dire que c'est un micro. Voilà, elle fait ça. Donc du coup, nous, ça a été difficile au début parce que une fois que les crises... en fait, elle est pharmacorésistante, donc on a essayé plusieurs traitements qui ne fonctionnaient pas. Du coup, elle a eu sur Paris, en fait, elle a eu en fait l'électrode au niveau du cerveau pour voir en fait si elle était opérable. Et malheureusement, elle a 2 parties de son cerveau qui est abîmée, donc tout ce qui est temporal et occipital. Donc ce n'était pas possible, comme c'est le côté gauche, c'était pas possible de l'opérer. Donc on nous a proposé de mettre le stimulateur du nerf vague qu'elle a depuis 2 ans. Donc en fait c'est une pile qui est donc posée ici avec un aimant, et quand elle sent sa crise venir, elle prend l'aimant, elle passe sur son stimulateur qui lui envoie en fait une décharge électrique et qui arrête la crise. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas, on le passe plusieurs fois. Depuis qu'elle l'a, ça fait donc 2 ans, nous on trouve qu'elle est beaucoup moins endormie, elle a donc du coup qu'un traitement alors qu'avant elle en avait 3. On la trouve plus éveillée, elle trouve qu'elle est mieux, malgré qu'elle continue à faire beaucoup de crises. Là, elle est aux alentours de, on va dire, 4 à 5 par semaine, quand même. Mais malgré ça, elle a une adolescence comme tout le monde, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Et du coup, au niveau de l'école, moi je suis intervenue en fait. Donc avant, elle était en 6e, 5e, 4e dans un centre spécialisé à Châteaulin. C'est un centre pour adolescents épileptiques. Et la pension a été un peu difficile, donc en 3e, on l'a réintégrée dans un cursus normal. Et donc ça s'est très bien passé parce que je suis intervenue au niveau des profs pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Elle avait déjà son stimulateur. Et pour savoir en fait quelle réaction il fallait qu'ils aient, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants épileptiques dans leur collège. Ça s'est très bien passé. Elle a passé une 3e très bien. Elle a eu son brevet des collèges avec mention assez bien. Donc, comme quoi, voilà, tout est possible. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle est retournée en pension, parce que ses études font que c'était une pension. Et je suis retournée voir les profs pour réexpliquer sa maladie, parce que c'était un peu compliqué. Et là, ça se passe plutôt très bien. Donc comme quoi, voilà. Donc nous, le stimulateur, on en est plutôt très satisfaits, malgré qu'elle continue à faire des crises. Elle, pour rien, elle l'enlèverait pour l'instant. Et du coup, elle vit comme une adolescente de 15 ans. Par exemple, quelqu'un qui souffrait par exemple à peu près de mon épilepsie, est-ce que tu peux utiliser un stimulateur quand vous avez... Parce que moi, par semaine, j'ai matin, midi, soir et coucher. Donc
ça fait casque le nombre de médicaments, on en est à plus de 10, quoi, si vous voulez, 10, 14, à peu près, pour compter à peu près, oui, on dirait au moins 20 sur une semaine. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que pour moi c'est important, c'est pour réduire les médicaments, mais c'est pas non plus envie d'aller aussi à l'hôpital. Je veux dire, c'est pas comme le bracelet. Est-ce que c'est comme le bracelet électronique? Si c'est comme le bracelet électronique ou la petite chose que je vois certains de mes amis qui ont le petit truc autour du cou, pour moi c'est pas intéressant parce que d'une part c'est vrai que ça coûte cher, mais si c'est pour quand tu fais une crise et puis juste appuyer sur le bouton, je trouve pas ça intéressant. Mais par contre, si c'est pour réduire le nombre de médicaments et faire le moins de crises possible, ça par contre c'est intéressant, oui. Après, le stimulateur, c'est que la neurologue qui peut savoir si, en fonction de chaque patient, c'est elle qui sait si oui ou non c'est possible. Hein. C'est quoi comme stimulateur que vous avez? Eh ben, c'est le seul qui existe en fait. Il y a un numéro, il y a. Non, je sais pas. Non, ça s'appelle le stimulateur du nerf vague. Donc en fait, c'est une pile comme un pacemaker qui mettent au niveau de la clavicule. Est-ce que vous pouvez me le noter si ça ne vous dérange pas? Pour que j'en parle à ma neurologue, oui. Parce que si ça peut m'éviter de... Bon, c'est vrai que depuis le 21 mars, on m'a augmenté au niveau de mon traitement épileptique. Bon, c'est très bien, mais si ça peut... Bon, c'est vrai que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas en fait de crise d'épilepsie. J'ai beaucoup moins maintenant noté sur mon carnet, alors qu'avant je notais tous les jours. Mais peut-être que ça pourrait encore beaucoup plus peut-être m'apporter aussi. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien en parler à ma neurologue pour savoir si ça j'ai eu le droit, parce que ça je ne sais pas. Donc j'aimerais bien, si c'est possible, que vous puissiez me noter pour que je montre à ma neurologue. Ça ne vous dérange pas. Je vous en remercie. Bonsoir tout le monde. Donc moi j'ai 3 enfants. J'ai un fils aîné qui va bientôt avoir 17 ans. Il est épileptique depuis l'âge de 8 ans. Il fait 4 à 5 crises par jour avec chute. Donc en fait il fait 2 sortes de crises, des crises absentes et des crises tonico-cloniques généralisées. Donc étant donné qu'il fait des chutes, il est obligé de porter un casque. Sinon c'est les urgences. Donc au bout de 4 fois les urgences... on comprend très bien. Donc on a décidé qu'il porte un casque, style casque de roller. Et en plus, il porte une coque dorsale qu'on utilise dans les compétitions d'équitation. Car ces chutes, malheureusement, peuvent lui procure des blessures au niveau du dos. Et on a très peur que quand il chute, il se blesse la colonne vertébrale et qui peut engendrer d'autres complications. Donc il est épileptique depuis l'âge de 8 ans. C'est venu d'un seul coup, sans signe avant-coureur. Au niveau scolaire, il a poursuivi un cursus normal jusqu'en CM2 à l'école primaire. Après, il a été dans une école à Châteaulin, dans le Finistère, pendant 3 ans. Donc au bout de 3 ans, étant donné qu'il ne pouvait plus suivre un cursus normal dû à ses crises d'épilepsie qui lui procure des troubles du langage, donc, il a été orienté vers un établissement à côté de Toulouse qui s'appelle Castelnouvelle. Il était normalement prévu qu'il fasse une formation professionnelle, mais malheureusement la CPAM a refusé le transport, la prise en charge du transport. Et donc, en fin de compte, on s'est retrouvé sans rien, du jour au lendemain. Donc, puisque dans la Loire-Atlantique, les établissements scolaires ne voulaient pas le scolariser suite à son épilepsie, et qu'aucun établissement spécialisé ne voulait le prendre à cause de son épilepsie. Donc, on a trouvé comme solution qu'il fasse des cours par correspondance, par l'intermédiaire du CNED, afin qu'il puisse passer le CFG, c'est-à-dire le CFG, c'est le certificat de formation générale, qui est un peu un brevet des collèges adaptés pour les personnes handicapées. Donc pendant 2 ans, il a fait ses cours, il a passé le CFG avec beaucoup de complications au niveau pour faire accepter la situation de Baptiste au niveau de l'inspection académique, qui ne comprenait pas pourquoi un enfant de 14 ans ne pouvait pas être scolarisé normalement dans un établissement. Donc beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Il a passé son CFG, malheureusement. Nous, on avait demandé des aménagements pour lui faciliter le passage de cet examen. L'inspection académique a refusé ces aménagements et forcément, le CFG, il n'a pas pu l'avoir. Donc, il a été un petit peu démoralisé de ce côté-là.
C'était en quelle année ça? Cette année, en juin 2015. Ah oui. Je suis étonnée parce que moi j'ai eu le CFG, j'ai eu droit à toutes les écoles, la Marière, la Durantière, Blanche de Castille, on m'a jamais refusé nulle part. Malgré mon épilepsie, j'ai jamais vu ça. Non mais honnêtement, j'ai jamais vu ça. Ça dépend je suis vraiment étonnée. Il y a une école je suis vraiment très content, parce que grâce à cette école-là, Thomas a pu suivre, c'est à Andrevier. Bon, bah, c'est sûr que c'est... Thomas disait des fois, bah, c'est l'école de fou. C'est sûr qu'il y avait tout genre de personnes, mais c'était une école adaptée où les professeurs prenaient leur temps d'expliquer. Le professeur d'histoire, je leur parlais de la guerre, ils n'ont rien à fiche, mais je vais leur ramener une journée dans les plages de débarquement, je vais leur expliquer, ils vont monter dans un tank, on va revenir et ils vont apprendre n'importe quoi. Et c'était une classe qui a été une école, Thomas il en est là, elle a été formidable, et c'était des toutes petites structures. Dans l'école, entre parenthèses normale, parce que c'est une école normale aussi, entre parenthèses normale, il y avait les notes, c'était toujours en dessous de la moyenne, là, ils étaient toujours au-dessus de la moyenne. Et c'était des écoles combien d'élèves? Une quinzaine, vous voyez, une quinzaine d'élèves. Et c'était vraiment c'est grâce à ça que Thomas a pu elle existe toujours, hein, c'est à Andrevier, c'est à Gorges, dans le Sud-Loire. Mais c'est normal, c'est parce que le directeur de cette école-là, qui donc a changé maintenant, et donc oui, c'est l'école, voilà, qui est donc et pour tout ce qui est handicap et... Voilà, parce que maintenant, ça fait partie des enfants d'Auteuil, là, comment on appelle ça? Oui, les enfants d'Auteuil, parce que ça a été... Parce que malheureusement, Andrevier n'avait pas les subventions, ce qui fait que... mais je pense qu'ils les prennent toujours, hein, ils font toujours ils font toujours ça. Oui, mais ça existe toujours. Mais alors là, on n'est pas beaucoup, c'est dommage. Mais si vous avez des difficultés, ou d'autres parents ont des difficultés, moi, je peux conseiller que cette école-là, parce que je vous dis, c'est grâce à cette école-là, ces professeurs-là qui sont, bravo, qui ont pu faire que Thomas a pu avoir un métier, quoi. Merci beaucoup. Ah non, mais... Parce qu'actuellement, en fait, mon fils, il se retrouve avec sans rien au mois de septembre, étant donné qu'on a demandé une formation professionnelle. Donc la MDPH a accepté la reconnaissance de travailleur handicapé, mais il refuse une formation professionnelle, étant donné qu'on lui demande qu'il se fasse soigner avant qu'il fasse une formation professionnelle. Nous, on a Thomas et puis dysphasique, depuis la naissance, et on s'est toujours battu parce que tout le monde voulait le mettre en milieu fermé, handicapé. Nous, on a toujours refusé. On s'est battu tout le temps. On s'est toujours refusé. Au niveau du... comment c'est après la maternelle, primaire. Non, mais entre-temps... en CP. Oui, CP. Et bien là, il y en a qui ne voulaient pas, il fallait qu'il redouble, ou alors qu'il y ait un centre. On a dit non. Moi, j'ai pu trouver, avec ma femme, on a pu trouver un CP d'adaptation en 2 ans. On est passé pareil devant un jury pour ça. Je me suis battu, on a réussi. On a repris le cursus scolaire après normal, ce qui n'a pas trop bien passé, mais avec Andrevier, ça a continué, et on n'a jamais voulu qu'il soit considéré comme handicapé, pour pas qu'il ait des ennuis après. Parce que, comme vous le dites, après, ils ont une étiquette, malheureusement, ils ont une étiquette à vie, et puis pour trouver du travail pour les études et tout ça, c'est la galère. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il fasse un cursus vraiment scolaire tout le temps. Mais nous aussi, on a voulu qu'il ne quitte pas le cursus scolaire. Mais quand nous avons demandé à l'inspection académique, il y a un service handicapé, on nous a dit non, votre fils est trop handicapé, il fait 4 à 5 crises par jour, c'est pas possible médicalement de le prendre en charge dans un établissement scolaire normal. Nous, ça a été pareil, mais j'ai pas laissé le choix. J'ai pas laissé le choix.
C'est sûr, parce que là, on est passé devant des commissions, tout. J'ai été invité, là, c'était le gros temps, parce que j'ai été invité avec ma femme, et on ne devait pas parler. C'est là que je me suis dit, je trouve ça, excusez-moi, mais je trouve ça, il y a une école, c'est telle école. Je trouve ça, pour le transport, j'ai le droit au transport. J'avais tout préparé mon truc, parce qu'on avait fait des recherches avant, et j'ai dit, bah voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et puis, ils ont été obligés, ils étaient obligés. Ils ont vu que, en fin de compte, que j'avais le droit au transport. Un transport, c'était un taxi, parce que j'avais le droit à ce transport-là, j'avais le droit à cette école-là, et puis elle existait, parce qu'ils ne pouvaient pas le dire. Et là, ils ont dit que j'avais tout préparé mon truc, et donc d'accord. Et par contre, on m'a demandé, une fois que j'avais mené ce projet-là, on m'a mis à la porte. Parce que moi, j'avais pas le droit de parler. C'était forcé, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, honnêtement, ça me coupe la bouche. Honnêtement, ça me coupe la bouche. Parce que moi, je suis passée par des écoles normales, comme Blanche de Castille. Je suis passée aussi par des écoles handicapées. Moi, il fallait aussi que j'aille aussi dans un institut d'éducation motrice pour m'apercevoir qu'il n'y avait pas que sur moi sur Terre qu'il y avait un handicap, mais il fallait que je passe par là pour m'apercevoir qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus graves que moi. Mais il fallait que j'y sois. Et là-bas, j'y passé de 2004 jusqu'en 2008. J'y suis, non, de 96 jusqu'en 2004, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est grâce à eux que je leur dois tout de ce que je suis d'aujourd'hui, parce que je suis autonome, indépendante. C'est eux qui m'ont appris à tout faire, par exemple, le linge, les choses anodines, les choses qui sont stupides. Et bien maintenant, je sais tout gérer moi-même. Et ça, c'est grâce à eux. Mais ce que je trouve en revanche dommage, c'est qu'on mette les gens de côté, que ça soit école valide ou non valide, ça ne se fait pas. Parce que vous payez, vous avez une maison, un appartement, vous payez pour vos enfants, et puis en retour, vous avez quoi? Vous avez rien. Vous avez rien mis à part à la porte. Et ça, je trouve ça un peu inadmissible. Même si tu as un handicap, tu dois être accepté comme tout le monde. Moi, j'appelle ça, c'est comme si c'était du racisme. Il y a bien différents pots. Le handicap, c'est pareil. Il y a bien différents handicaps, donc on accepte tout le monde, on met tout le monde dans le même panier. Mais visiblement, tout le monde ne met pas les gens dans le même panier. Et ça, je trouve ça dommage. Honnêtement, oui. Ouais. Je peux le dire. Ah bon? Ouais. Ça ne se fait pas. Donc, juste un témoignage. Moi, j'ai un demi-frère qui est épileptique, pharmaco-résistant, qui a eu le nerf vague. Voilà, donc il a mis 3 ans, à l'âge de 14 ans, à être diagnostiqué. Le nerf vague a été cassé, voilà, il n'a pu pas se faire opérer, donc il est vraiment grosso modo dans une voie sans issue. Il a essayé de se soigner dans une école spécialisée. Lors d'une crise, il est passé par la fenêtre, donc 3 étages. Il a survécu, mais c'est passé pendant une tentative de suicide, donc il a été éjecté, ce qui fait qu'il est actuellement sans diplôme, il touche la MDPH, quoi. Mais il est sans diplôme, il a une mentalité d'un enfant de 15 ans, alors qu'il est à peu près aussi âgé que moi. Et c'est ça qui est pour moi important pour les enfants épileptiques, c'est de ne pas les décrocher. Vu que s'ils décrochent, ils se trouvent dans une voie sans issue. Et je pense que vos témoignages sont intéressants, c'est que si on laisse les enfants épileptiques dans un coin, dans leur coin, ils perdent le contact avec la réalité des gens à peu près normales. Et là, ça peut, après le retard ne peut pas être rattrapé. Donc c'est important de pouvoir scolariser les enfants et pour créer une capacité professionnelle, parce que ne rien faire chez soi, c'est ce qui est pire en fait. Voilà. Tout à fait, il se sent dévalorisé. De toute façon, depuis qu'il n'a pas obtenu son CFJ au mois de juin, qu'il sait qu'il ne l'a pas obtenu, il est... voilà, on va dire 90% dépressifs, parce qu'ils sont inutiles en fin de compte. Alors que lui, il avait un projet professionnel. Il avait envie de faire quelque chose de sa vie. Et donc là, actuellement, depuis le mois de septembre, tout est tombé à l'eau. C'était quoi son projet? C'était paysagiste. C'est un beau projet. Mais du coup, ça doit être difficile aussi pour vous, la vie de famille, etc. D'avoir justement
votre enfant qui d'un coup en fait est devenu épileptique, peut-être que, je sais pas, est-ce que vous acceptez au jour d'aujourd'hui son épilepsie, est-ce que vous en parlez, est-ce que vous essayez de... Alors la vie de famille, elle est un petit peu compliquée étant donné qu'il chute, il fait 4 à 5 crises par jour. Donc forcément les sorties des fois sont réduites, puisque quand il fait une crise, soit il se blesse, donc il faut rentrer à la maison, soit il est fatigué après sa crise, donc on rentre à la maison. Ou alors, avec les 2 autres enfants, il y a un parent qui reste avec les 2 autres enfants, qui continue sa sortie, et puis il y a un autre parent qui rentre avec lui à la maison pour qu'il puisse se reposer. Enfin, voilà, c'est ça, c'est notre vie, quoi. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire forcément, car quand il fait une crise à la maison, il y a un des parents qui reste pour qu'il puisse se reposer, et l'autre parent sort avec les 2 autres enfants. Les autres enfants, mes 2 autres enfants le perçoivent très mal, parce qu'en fait ils sont tout le temps sur le qui-vive. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils le surveillent eux aussi. Donc pour eux c'est dur aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont bien compris son épilepsie. Mais pour eux c'est très dur, parce que ils ont l'impression qu'eux aussi ils doivent faire le rôle des parents, c'est-à-dire surveiller leur frère. Et ça c'est très dur. Moi j'ai mon fils de 10 ans, comment je vais vous dire, il le vit très mal en fin de compte. Voilà. Justement, personnellement, j'avais un frère qui était autiste et qui faisait plein de crises. Et personnellement, en fait, en étant sa sœur aînée, c'est super difficile en fait pour les enfants de vivre avec une personne qui fait des crises comme ça, qui peut devenir agressive tout d'un coup, des choses de ce genre. Et c'est vrai que je trouve que c'est difficile à accepter, surtout pour les enfants, même s'ils connaissent très bien sa maladie, de se dire non mais c'est pas de sa faute, etc. D'essayer eux aussi en fait de vivre leur vie finalement. De ne pas pouvoir se fermer, de pas s'isoler en fait, de pouvoir avoir justement des sorties, une vie normale, quand même que voilà, c'est leur frère, mais que, je veux dire, finalement, il est quelqu'un comme tout le monde, quoi. C'est quelqu'un qui pense, qui fait des choses, je sais pas trop. Vous aviez dit en fait qu'il avait des problèmes de langage, des choses de genre. Oui, aussi. en fait, son épilepsie, il a des troubles du langage oral et écrit, en fait. D'accord. Donc, parce qu'en fin de compte, son épilepsie se trouve du côté temporal, donc côté langage. Et puis justement, pourquoi c'est une question qui est importante. À côté de chez moi, j'ai un ADAPI. À côté de chez moi, j'ai un ADAPI auquel justement... Pardon, excusez-moi. À côté de chez moi, j'ai un ADAPI justement où les gens justement, soit ils sont sourds, soit ils ont des problèmes à parler, soit ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils sont. Et justement, on leur apprend justement à se débrouiller dans la vie justement. Et donc ça c'est bien, il y en a qui ils savent pas trop ce qu'il faut, parce que moi je sais, parce que je fais du tennis, le lundi avec eux. Il y en a qui jouent à la balle mais ils savent pas trop ce qu'ils font, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus mieux, qui justement qui ont échelonné, si vous voulez. Et donc maintenant, quand on les voit, on les prendrait pour quelqu'un de normal, si vous voulez. Et pourtant, il y en a qui ont des problèmes d'élocution, soit qui sont autistes, soit ils ont un problème de langage, des problèmes oreilles. Donc du coup, j'ai des personnes qui les surveillent justement. Ils ont des horaires de sortie, par exemple 10h midi, 14h, 18h. Même les gens de la balle les emmènent par exemple faire des activités extérieures. Ils prennent un VAD et ils emmènent faire des activités extérieures. Mais il faut du temps, de la patience, parce que ça ne vient pas comme ça d'un coup, non, ça ne vient pas comme ça. Mais je suis contente parce que là, il y a eu les vacances scolaires. Il y avait une fille qui voulait faire du tennis, qui s'appelle Mélanie justement, et quand tu la vois, elle est vraiment géniale, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes de langage, qui a eu beaucoup de problèmes de surdité, qui était autiste, qui a eu beaucoup de problèmes au niveau du parler, voilà. Mais c'est venu progressivement, Alors au début tu la comprenais pas, mais à force de parler avec elle, eh bien petit à petit,
Et bien justement, quand tu la voyais, quand tu discutais, ben, en fin de compte, voilà quoi, elle comprenait les choses, mais il fallait y aller petit bout par petit bout. Et une fois qu'il y allait petit bout par petit bout, que tu montais les échelons, ben, en fin de compte, tu l'apprendrais comme quelqu'un de valide. Et je ne sais pas si tu connais les ADAPI, parce que ça peut très très bien aider pour le langage, pour les sourds, pour même les personnes qui ont des problèmes, quoi, qui sont justement muets. Il y en a certains qui ont retrouvé la parole. Il y en a certains qui ont réussi à retrouver la parole, alors qu'avant, ils étaient complètement renfermés dans leur coquille. Et un jour, leur coquille, justement, ils ont réussi à l'ouvrir. Et voilà, quoi, mais c'est en montant les échelons. Et maintenant, j'en suis super fière, justement, de ces gens-là, parce que quand tu les vois, bah, honnêtement, c'est chapeau. Parce qu'on a l'impression vraiment de parler à un valide. Et ça, c'est super beau, honnêtement. Oui, j'en connais parce que j'en ai un à 5 km de chez moi où j'ai voulu justement inscrire mon fils, mais le souci c'est qu'il faut une notification MDPH. Et la notification, la MDPH a refusé. Parce qu'il n'est pas entre 80 et 100%. Non. Alors il y a un truc, quand vous dites pour les frères et sœurs, nous avec Thomas, on a tout de suite, on a mis vraiment ma petite Charlotte qui était grande et qui était petite, déculpabiliser. Parce que ça, Charlotte, je me demandais si c'était pas de sa faute, si c'était pas comme ça. On a vraiment déculpabilisé tout de suite et on a comme vous dites, mais c'est pas évident parce que chaque enfant est différent à son histoire. Mais avec Thomas, on a tout fait avec les enfants et puis avec ses sœurs, et vous voyez, pour essayer de. Pour qu'ils soient vraiment unis et puis qu'ils ne fassent pas de différence, et puis surtout, l'objectif de tout ça, c'est à cause de nous, est-ce que c'est à cause de nous, plus maintenant parce qu'on est descendants, mais c'est quand ils étaient petits. Charlotte, un enfant en pleurs, elle allait dans sa chambre pour pleurer, puis qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça, surtout quand Thomas avait fait une crise, ça a été. Et c'est là que nous, c'était un travail. Oui, c'était un travail, mais ça se fait. Donc, il faut beaucoup de courage, ça c'est sûr, et je vous en souhaite, et ça se fait. Oui. Merci beaucoup pour cet échange, et on peut continuer à se parler autour du pot de l'amitié, si vous voulez. Merci beaucoup pour tous ces échanges.